Bonjour à toutes et à tous. Nous allons dans cette vidéo traiter du grand 1A de notre cours qui s'intitule «Le langage trahit-il la pensée?». Je vous rappelle que nous sommes dans le 1 qui s'intitule «Le langage imparfait trahit la pensée». Et notre A, la pensée, est plus complexe que le langage. On a fait en classe l'exercice suivant, ou si ce n'est pas fait, eh bien, allez-y. Essayez de faire deviner une odeur à votre voisin ou votre voisine en la décrivant. À l'issue de ce moment, on peut saisir à quel point il est difficile de communiquer une pensée quand on n'a pas les mots. Justement, il y a un philosophe qui s'appelle Henri Bergson qui nous aide à le saisir. Donc, vous pouvez écrire Henri Bergson dans Essai sur les données immédiates de la conscience, nous aide à le saisir. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter Henri Bergson. Henri Bergson, c'est un philosophe qu'on peut qualifier de post-moderne, si l'on suit notre chronologie. Donc, il est né en 1859, mort en 1941. Bon, vous pouvez écrire juste 19, 20e siècle, ça me va très bien. Et puis, vous pouvez noter quelques petits éléments sur sa vie. Bon, c'est un philosophe de formation et il a participé à la pensée de la qualité par opposition ou par distinction avec la quantité. Donc, par exemple, il a théorisé la durée, qui serait une version qualitative du temps, par opposition au temps objectif des sciences. Il a théorisé l'intuition, qui serait une forme d'intelligence qualitative, sensitive, par opposition à l'intelligence de la vie quotidienne et des sens, des sciences. Il a travaillé également sur la qualité de la conscience, par distinction d'avec une vision cérébrale, matérialiste de la pensée. Et puis également, il a travaillé sur le langage. Il est également connu pour avoir parlé de la mémoire, du rire. Et en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de retrouver les intuitions premières de la pensée par petites touches, plutôt que d'essayer de construire un grand système comme l'ont fait les philosophes avant lui. Donc un philosophe, effectivement, ça commence souvent par essayer de comprendre comment on peut connaître. Puis après, ça fait ce qu'on appelle une ontologie, ça essaie de comprendre de quoi est fichu l'univers. Puis après, ça va en tirer une anthropologie, puis donc une anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'homme, une vision de la culture ensuite, et puis ensuite une vision de la morale, de ce qu'il faut faire sur terre, une vision de la politique, et cetera, et cetera. Bon, bah, lui propose d'être plus humble et de juste chercher à connaître des choses par petites touches, comme les notions qu'on vient d'étudier juste avant, qu'on vient de voir juste avant. Ah, je me suis trompée dans mon E. Je voulais mettre mon E ici. Dans ses livres connus, il y a Essai sur les données immédiates de la conscience, qu'on est en train d'étudier. Celui-ci, c'est son premier livre. Ensuite, il y a Le rire, puis les deux sources de la morale et de la religion, dont on aura sans doute l'occasion de parler.
Revenons à son texte. Alors, eh bien, je vais vous le lire tout d'abord. Et votre objectif, ça va être d'entourer les mots importants, d'essayer de repérer également les mouvements. Vous vous souvenez, les parties argumentatives, là où il y a l'air d'avoir quelque chose d'unitaire. Et donc, ces choses unitaires, ça sera peut-être la thèse, l'exemple, l'argument, etc., etc. Je vous renvoie à votre fiche méthode sur l'explication de texte, qui, je le rappelle, a pour objectif de nous faire devenir les avocats du texte. Alors, chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr. Et cet amour, cette haine, reflète sa personnalité tout entière. Cependant, le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous les hommes. Aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour, de la haine et des 1000 sentiments qui agitent l'âme. Nous jugeons du talent d'un romancier à la puissance avec laquelle il tire du domaine public, où le langage les avait ainsi fit descendre des sentiments et des idées auxquels il essaie de rendre, par une multiplicité de détails qui se juxtaposent, leur primitive et vivante individualité. Mais par cela seul que nous associons les idées les unes aux autres et que ces idées se juxtaposent, au lieu de se pénétrer, nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent. La pensée demeure incommensurable avec le langage. Vous pouvez mettre en pause, travailler le texte et essayer de trouver la thèse du texte, puis, et avant d'abord, le thème. Je vous écris tout ça. Donc, en 1, on cherche le thème du texte. De quoi ça parle en un mot ou en 2 mots. Ensuite, la thèse, c'est une phrase au sujet du thème, une affirmation au sujet du thème, ce que défend l'auteur. Ensuite, le problème. Le problème, je vous rappelle ce que c'est l'antithèse, donc l'opposé de la thèse, qui n'est pas forcément dans le texte, que vous allez trouver vous-même le plus souvent. Vous trouvez une justification à cette antithèse, puis vous fabriquez une objection, comme en dissertation, en commençant par « cependant ». Et l'antithèse, vous pouvez l'introduire par « à première vue ». Ensuite, vous essayez de trouver les enjeux, pourquoi c'est important de réfléchir à cela. Et enfin, vous trouvez le plan. Eh bien, allez-y, mettez en pause la vidéo. Vous êtes revenu? Maintenant, faisons la correction. Je vous ai ici mis en gras les mots au groupe de mots. Vous pouvez les regarder. Et je vous ai également divisé le texte. Donc vous voyez, vous avez 4 parties. Passons à la correction du thème, thèse, problème, enjeu, plan. Le thème. Alors, le thème est double, c'est le langage et la pensée. La thèse. Le langage est trop différent et trop simple par rapport à la pensée, ce qui fait qu'il ne parvient pas à traduire la pensée. Cette thèse, vous l'avez à la fin du texte, c'est la dernière phrase que je reformule pour montrer à mon lecteur que je l'ai bien comprise, et puis moi-même pour mieux comprendre. Le problème maintenant. Je pars de l'antithèse. À première vue, le langage traduit bien la pensée. J'essaie de trouver une justification. Pour cela, je prends le thème, là, donc le langage, et j'essaie de proposer
une vision. Ce que vous vous souvenez, ce que j'appelle un concept. Donc, un truc un petit peu en plus de la définition. En effet, il a été créé pour l'exprimer de manière originelle. Le langage n'a pour autre essence, pour autre nature que d'exprimer la pensée. Et maintenant, je fabrique une objection. Toutefois, nous utilisons tous les mêmes mots. Renvoie-t-il exactement aux mêmes pensées? Quand je serai en train d'écrire mon introduction, j'écrirai d'abord en fait le thème, puis j'exposerai le problème. Et après avoir exposé le problème, je dirai: «Ah, mais justement, Bergson ne pense pas. Pour lui, le langage est trop différent et trop simple par rapport à la pensée, ce qui fait qu'il ne parvient pas à traduire la pensée.» Enjeu. Cette question est importante car on verra alors si autrui, à qui le langage est destiné, peut vraiment nous comprendre et nous connaître. Ici, ce qu'il y a d'important à saisir, c'est que le langage, il est fait pour exprimer aux autres nos pensées et du coup, peut-être qu'il n'y parviendra jamais. Ce qui veut dire que les autres ne nous comprendront jamais totalement et même qu'ils ne nous connaîtront jamais totalement. Vous pouvez donc tout recopier sur vos cahiers. Le plan maintenant. C'est un plan en 4 temps. Premier temps, de chacun à âme, Bergson expose un premier exemple, celui de l'amour et de la haine. Je rappelle, quand on présente le plan, on expose ce que l'auteur fait d'un point de vue argumentatif. Là, ici, il montre un exemple, il présente un exemple. Et ensuite, brièvement, on résume avec nos mots ce que l'auteur dit. Et donc ça doit être très court. Ensuite, dans un deuxième temps, de Nous jugeons à individualité, Bergson propose un deuxième exemple. Même, j'en profite pour vous apprendre cela, on dit pas deuxième, on dit un second exemple. On profite pour refaire la différence entre second et deuxième. Deuxième, c'est quand il y a encore d'autres choses après, quand il y a un troisième, un quatrième, je ne sais quoi. Et second, c'est quand il n'y en a que deux. Donc, Bergson nous propose un second exemple. Conséquence du premier, celui de l'écrivain. Ensuite, de mai à Amressant, Bergson expose son argument, à savoir que le langage échoue. Enfin, de la pensée au langage, Bergson énonce sa thèse, il y a une différence de nature entre le langage et la pensée. Pareil, je vous laisse recopier sur vos cahiers. Ainsi, maintenant, vous avez tous les éléments pour fabriquer une très belle introduction. Petite question, combien de parties aura votre commentaire de texte? La réponse est 4, puisqu'il y a 4 mouvements argumentatifs. Bien, on s'arrête là pour la méthode. Maintenant, je vais faire un petit commentaire pour fabriquer notre paragraphe argumentatif. Parce que nous sommes en train d'essayer de comprendre quand même si le langage trahit la pensée. On va essayer de défendre l'idée que oui, à l'aide de Bergson. Alors, on peut reprendre l'exemple de l'amour et de la haine que propose Bergson pour comprendre. L'amour et la haine sont singulières. Je rajoute un S. Qu'est-ce que ça veut dire singulière? Ça veut dire propre, je rajoute un S, à chacun. Donc là,
on va apprendre le mot singulière ensemble. Donc, singulier, ça veut dire propre à chacun, unique à chacun, si vous voulez. Ça se distingue du mot particulier, qui signifie propre à chacun, mais présent aussi chez d'autres. Par exemple, il est, particulier, à un tel d'être roux. Donc il est particulier, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont roux, mais quand même, il en existe d'autres. Donc c'est quelque chose de particulier, mais pas de singulier. En revanche, votre personnalité, qui ne ressemble à aucune autre, est singulière. Donc, ce que dit Bergson, c'est que l'amour et la haine sont singulières. Et par distinction, les mots, ils sont généraux. Amour, haine, ils sont communs à plusieurs. À plusieurs, c'est ceux qui composent ma communauté linguistique, ceux qui parlent le français. Donc là, on en va en profiter pour apprendre le mot général. Général, ça veut dire commun à plusieurs. Ça se distingue du mot universel qu'on a déjà étudié. Universel signifie pour tous, en tout temps, en tout lieu. Qu'est-ce que veut dire Bergson par là? Pour Bergson, la pensée, en fait, c'est un méli-mélo d'idées qui n'ont pas de contours nets. Et par opposition à la pensée, les mots effacent la singularité de ces idées complexes. Ils rassemblent différentes expériences. Par exemple, quand un ami m'a trahi, je dis que je le hais. Mais dans le fond, si j'observe la complexité de mes idées, en fait, je ressens de l'amour, de la tristesse, de la mélancolie, une blessure narcissique à l'ego. Et parfois, je ressens à la fois en même temps de l'amour et de la tristesse. Ça varie dans le temps. Donc, quand j'emploie le mot je le hais, je simplifie toute cette complexité, tout ce magma d'idées pour les autres et même pour moi. Parce que je peux considérer que mon identité, telle que je me la représente, c'est une narration, c'est une identité narrative. Et donc, dans le récit que je fais de moi-même, eh bien, forcément, je vais simplifier. Est-ce que c'est un problème que le mot soit incapable de ressortir toute la complexité magmatique des idées? Eh bien, pour Bergson, non. Enfin, c'est un problème, mais c'est un problème nécessaire. En fait, sans cela, on aurait une infinité de mots impartageables. J'aurais un mot pour décrire la singularité de ma haine avec toutes ses circonvolutions, toute son épaisseur de sentiments. Et un tel autre aurait également un autre mot. Et en fait, quand j'essaierai de dire, voilà, imaginons, c'est blablabla, la façon dont je décris mon intériorité, et bah, forcément, les gens ne vont pas maîtriser ce que signifie blablabla. Les mots doivent être limités et abstraire des détails pour pouvoir servir à tout le monde. Sinon, bah, en fait, on ne peut pas parler. Il faut forcément supprimer des détails. Alors justement, on va apprendre le mot abstraire. Qu'est-ce que ça veut dire abstraire? Ça vient du latin abstrahere qui signifie tirer, séparer, extraire de. C'est-à-dire supprimer des détails pour considérer un objet dans ce qu'il a de commun à tous. Forcément,
on va, éliminer des choses pour pouvoir le partager. C'est la condition du langage, en fait. Sans cette abstraction, on ne peut pas parler. D'ailleurs, pour le comprendre, je vais vous renvoyer à un livre dont je vais vous parler dans 2 secondes. Juste pour vous illustrer ce que ça signifie abstraire, si je regarde les cheveux, par exemple, chez certains, ils sont fins, d'autres épais, d'autres bouclés, chez d'autres blond cendré, brun ébène et cetera. Et bah, l'abstraction, c'est de dire: «Ah, ce sont des poils qui recouvrent le crâne humain. J'enlève les particularités et les singularités de chacun pour garder vraiment ce qu'il y a de commun chez tout le monde». D'ailleurs, l'abstraction, c'est le geste philosophique et c'est très difficile à faire. C'est très difficile de quitter les exemples pour, construire, des, concepts, universaux. Pour comprendre, qu'en fait, on est obligé d'avoir des mots, simplificateurs qui abstraits, je vous renvoie, à un livre de, Borges, qui s'intitule «Fiction» et je vous renvoie à une nouvelle qui s'appelle «Funès ou de la mémoire». Funès, c'est, l'histoire, d'un homme qui s'appelle Funès, qui est, incapable d'abstraction. En fait, il a une mémoire infinie. On appelle ça des hypermnésiques. Il est hypermnésique. Donc il se souvient de tout. Voilà, de tous les instants de sa vie et même quand il regarde un chien, par exemple, il s'en souvient, de profil, d'un petit peu moins de profil, de face, de dos, il se souvient de tout. Et quand il va se coucher et il passe son temps à, se rappeler, de tout et à essayer de classer ses souvenirs, en les nommant par un chiffre. Bref, il finit par, mourir et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit à quel point, sans l'abstraction, on ne peut pas vivre et on ne peut rien partager avec les autres. Donc je vous renvoie à Borges, Fiction, Funès ou de la mémoire et ceux qui parlent espagnol, n'hésitez pas à le lire dans la langue. Revenons à Bergson. Revenons à notre argumentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence de nature et non de degré entre le langage et la pensée. Alors, on va ici apprendre ce que ça signifie, une différence de nature et non de degré. Pour cela, je vous montre la suite. Alors, j'en profite pour vous enlever le petit S ici qui est trop. Alors, une différence de nature, c'est une différence qui touche l'essence, la définition, le fond des choses. Ça se distingue de la différence de degré. Le fond est le même et ça n'atteint que la surface. C'est seulement des petits détails qui changent, mais ce n'est pas radicalement différent. Donc, cela signifie que le langage est d'une toute autre nature, d'une toute autre consistance que la pensée et ça n'a rien à voir avec lui. Il y a un fossé entre le langage et la pensée. En effet, les pensées, s'interpénètrent, c'est son mot, hein, s'entremêlent, elles n'ont pas de contour bien, fixe. Et les mots découpent, séparent, sont, à côté, les uns des autres, ils se juxtaposent et donc forcément, on n'a pas un parallélisme entre, la pensée et les mots.
J'en viens maintenant, à l'écrivain. Alors pourquoi est-ce qu'il mobilise l'exemple de l'écrivain? En fait, l'écrivain approche la singularité du sentiment, mais il n'y parvient pas totalement il utilise des mots. Donc les mots sont inaptes à le faire. Mais quand même, si je passe du temps à décrire tous les états, bah, voilà, je vous parlais de, mon ami qui m'a trahi là. Quand je passe du temps à expliquer que là, bah, je ressens de l'amour et en même temps, vraiment un vif sentiment de douleur, puis que, je ressens de la colère et en fait, que ça me renvoie, à mon ego, à une blessure narcissique, en fait, ça touche à la valeur que j'ai de moi. Quand je me sens trahie, en fait, je me sens nulle et cetera. Quand je passe du temps à vous décrire ceci, on on approche de la singularité de mon sentiment. Mais voilà, étant donné que les mots, restent, des mots, c'est-à-dire qu'ils ont une différence de nature avec la pensée, on ne pourra jamais complètement la toucher. Ce qui veut dire que pour connaître la vérité de quelqu'un, il faut lire un livre autobiographique d'amour pour saisir sa complexité, pour saisir la complexité du sentiment amoureux de son auteur, plutôt que juste de l'entendre dire: «Je t'aime». Et c'est intéressant parce que là, il donne un critère, à l'art. Une bonne œuvre d'art, c'est une œuvre d'art qui arrive à faire, toucher la complexité d'une âme humaine. Ceci explique le plaisir de la lecture. On retrouve la complexité de la vie intérieure de, quelqu'un. Alors, ça, c'est particulièrement vrai quand on parle d'une autobiographie, mais on peut aussi le saisir, via la fiction. Alors même si, le personnage n'existe pas, bah, on retrouve quand même, l'épaisseur, de la pensée d'un personnage, qui n'est pas présente dans le langage quotidien. Quelles sont les conséquences de ce texte? Si on est d'accord avec Bergson, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne pourra jamais communiquer qui on est aux autres, ni même l'exactitude de nos pensées. Même si on n'a pas envie de communiquer qui on est, quand j'ai une, idée, bah, je ne peux pas non plus la communiquer de manière totale. On peut seulement s'en approcher en parlant comme un écrivain ou en prenant le temps d'écrire. Et c'est pour ça aussi, c'est intéressant de voir que, les gens qui tiennent un journal intime ont souvent une capacité à narrer, leur, vie et leur intériorité aux autres qui est assez captivante parce que, du fait qu'ils se sont entraînés à parler d'eux et bien dans la conversation orale, ils arrivent aussi justement à retranscrire, l'épaisseur de leur personnalité. Et aussi, il me semble quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est, que le choix des mots pour décrire, nos sentiments, est en jeu, en fait. Choisir un mot, ça signifie forcer, la pensée à être représentée d'une certaine manière. Je reprends l'exemple, de, mon ami là, qui m'a trahi. Quand, quand je ressens en moi à la fois cet amour, cette blessure et cetera, et que je choisis d'y apposer le mot, «je te hais», et bah, je fais prendre, à ce magma de pensée une certaine direction qui, en fait, aurait pu être autre. Je vous prends un autre exemple, qui vous est peut-être arrivé, qui va, j'en suis sûre, vous arriver, c'est, de dire: «Je t'aime». Quand, on dit: «Je t'aime» à quelqu'un,
Est-ce que c'est pas vraiment de l'amour? Est-ce que c'est pas une affaire de choix aussi? C'est-à-dire quand on observe nos pensées, on peut, avoir, un ressenti pas très net et en fait, c'est normal selon Bergson parce que c'est ça, la pensée, c'est des contours pas très nets, pas très évidents et en conséquence, dire: «Je t'aime», c'est forcer ce magma, intérieur à prendre, une certaine direction. Alors ces conséquences, vous pouvez les mettre en remarque ou vous pouvez, les mettre, voilà, l'intégrer dans le corps, de l'argumentation qu'on vient de développer. Faisons maintenant le lien avec le sujet brièvement. On comprend donc que le langage est trop simple, par rapport à la pensée, puisqu'il vise la généralité pour être partagé par un groupe linguistique. En conséquence, il trahit forcément notre pensée complexe. Je vous souhaite une bonne journée.